Et j'appelle notre troisième experte, Madame Louisa Amara. Madame, même punition, vos noms, prénoms, qualités. Oui. Louisa Amara. Je peux dire mon âge, même si on ne me le demande pas. J'ai 38 ans. Ah oui, oui. Je ne les fais pas. Je suis social media manager, encore un nouveau mot, un nouveau métier, chez Business France. D'accord. On y reviendra. Acceptez-vous de dire la vérité, rien que la vérité, toute la vérité? Levez la main droite et dites « je le jure ». Je le jure. Merci. Donc, Madame, vous venez de parler donc, de Business France. Vous pouvez nous rappeler ce qu'est cette agence nationale? Alors, je vais peut-être faire un petit sondage dans la salle parce que ça m'intéresse en tant que communicante de savoir s'il y a des gens qui connaissent ce qu'est Business France. Ah, oh la vache. Soulagement important. Pour les autres, il s'agit d'une agence d'État qui a pour ambition d'aider les entreprises françaises à exporter et de faire venir les investisseurs en France. C'est la contraction, en fait, c'est la fusion de UbiFrance, qui était dédiée à l'export, et de l'AFI, l'Agence française pour les investissements internationaux. Fusion qui a eu lieu en janvier 2015, fusion qui n'est pas encore passée dans tous les esprits, vu que tout le monde ne nous connaît pas encore. Mais n'hésitez pas à parler de nous. Voilà. Merci, mais vous me faites simplement penser que la prochaine fois, je demanderai aux jurés de lever la main droite et de dire « je le jure ». Voilà. Bien sûr. Oui. Vous êtes donc coordinatrice de l'ensemble de ces réseaux pour le compte de cette agence. Vous êtes aussi pigiste chez Zoo. Zoo comme un zoo. C'est un magazine culturel. En fait, je fais partie de la Slash Génération. Ces gens qui ont plusieurs activités sur leur temps libre. Ce qui étonne beaucoup de RH qui m'ont dit « mais comment tu fais quand tu as des enfants, comment ça se passe ?» Mais chacun est libre de son temps le soir. Pardon, je suis peut-être trop près, excusez-moi. Merci beaucoup. Ah, c'était peut-être pas la meilleure idée. On va trouver. Où je le tiens, je peux le tenir. Confier la technique à un avocat. Donc je suis également pigiste, effectivement, à temps plein quand même chez Business France. Et je suis aussi à mes heures perdues youtubeuse. Voilà, alors ça en vient à ma question. Est-ce qu'en définitive, les réseaux sociaux, c'est de la pop culture ? C'est une très bonne question, je vais essayer d'y répondre. Je pense que les réseaux sociaux, maintenant, font partie de la vie de tout un chacun, car ils existent depuis presque 10 ans. Et il y a 10 ans, est-ce qu'on aurait imaginé avoir un profil sur plusieurs plateformes, peut-être une, mais 3, 4 ou 5, on ne l'aurait pas imaginé. Et pour moi, la chose la plus positive que ça a apporté, c'est du lien, on parlait du lien social, du lien professionnel, et ça a apporté des emplois. Les emplois, je peux en parler personnellement parce que s'il n'y avait pas eu Twitter, les réseaux sociaux, je serais encore dans une certaine précarité, la précarité de tous les pigistes. On va dire une bonne partie des pigistes que je connais, en tout cas les pigistes culturels, qui ne vivent pas de leur plume. Parce que c'est très difficile, c'est un des métiers qui vous garantissent le chômage. Il y a Le Point qui fait régulièrement un top 10 des métiers où vous êtes sûr d'être au chômage. Pigiste journaliste est dans les premiers. Le tout premier, il me semble que c'est chanteur. Vous avez d'autres professions difficiles, mais je vous assure que le journalisme, si vous avez des gens autour de vous qui veulent le devenir, il faut leur expliquer qu'ils vont passer par là. Donc les réseaux sociaux m'ont permis de trouver un moyen de travailler, de garder mes piges et d'avoir en même temps ma plume pour la communication. Parce que finalement, les réseaux sociaux, aujourd'hui, c'est d'abord l'écrit. Comment s'exprime-t-on? Est-ce qu'on fait passer un texte en 140 caractères? Maintenant, c'est 280 sur Twitter, mais il fallait pratiquer l'art de la concision. Comment on s'exprime en 140 caractères? Qu'est-ce qu'on dit? Et lorsqu'il faut mettre une photo, quelle photo? Qui parmi vous n'a jamais fait de selfie? Ah, il y a encore quelques résistances. Donc se prendre en photo, seul ou à plusieurs, eh bien, c'est quelque chose qui est devenu très courant par l'usage des réseaux sociaux. On fait une photo pour soi, pour les autres et pour montrer cette expérience magnifique qu'on est en train de vivre en voyage. Avant, on faisait des photos, on faisait un album photo et on le regardait. Aujourd'hui, et c'est peut-être dommage, effectivement, mais on ne vit pas l'instant présent, on le partage. Et on se déconnecte
de cet instant présent. Je pense par exemple à ces gens qui utilisent leur téléphone en concert et qui m'empêchent de voir ce qui se passe. Je fais 1m60, je ne vois plus rien. Et je me dis, mais que vivent-ils du concert? Et qu'est-ce que je vis, moi? Donc là, il y a un problème. Donc je suis d'accord, il faut un minimum de modération, comme pour tout. C'est une magnifique invention, les réseaux sociaux, qui m'ont permis, moi, de trouver du travail et qui ont permis, je n'ai pas les chiffres, mais je vais les chercher, je pense qu'ils ont permis à des milliers de personnes en France et dans le monde de trouver du travail, un travail vraiment passionnant, un travail d'échange, parce que lorsque j'ai découvert les réseaux sociaux, la première chose que j'ai voulu faire, c'est les montrer aux autres. Je suis arrivée, j'étais chez Orange, chers consoeurs, et mes collègues me disaient, mais les réseaux sociaux, nous, on est au service de presse, ça va, on sait faire des mails, on sait appeler les journalistes, on n'a pas besoin de toi. Ça, c'était au début. Et ensuite, ils ont vu ce qui s'est passé en 2011. Vous souvenez-vous de l'affaire DSK? Eh bien, je suis désolée de vous l'apprendre, mais ce qui a poussé Twitter, l'essor de Twitter en France, c'est l'affaire DSK. Pourquoi? Dans un tribunal, sauf ici, bien sûr, on ne peut pas entrer comme ça. Ça n'est pas forcément filmé. Seuls les membres du jury et quelques invités peuvent assister à cette audience. Et il y avait quelques journalistes. Et ces journalistes ne pouvaient pas forcément filmer, arriver avec une caméra, ça n'était pas possible. Mais ils pouvaient tweeter et dire ce qu'il se passait. Et là, les gens se sont dit, oh, il se passe quelque chose d'extraordinaire, on est en train de vivre en direct cette audience. Que va-t-il se passer pour ce monsieur qui était présidentiable, il me semble? Donc c'était extraordinaire. Il y a eu d'autres choses, entre guillemets, plus positives, quoique ça a été positif pour certains camps. Il y a eu les printemps arabes. Les printemps arabes se sont faits sur les réseaux sociaux. On n'avait pas d'image. On ne pouvait pas aller sur place. Les journalistes, même reporters de guerre, ne pouvaient pas arriver. Comment on a eu les informations? Par les gens sur place. Donc ça a été un média de libération pour certains peuples. Parfois à tort, parfois ça a été mal utilisé, parfois ces réseaux sociaux étaient coupés. Et c'est encore possible. Il y a des pays en Afrique aujourd'hui ou ailleurs où les réseaux sociaux sont coupés tel ou tel jour parce qu'il y a une manifestation populaire qui a lieu et le pouvoir en place ne veut pas que ça se sache. Donc, il y a quand même possibilité de s'exprimer, de transmettre l'information, mais attention, elle peut être contrôlée par les États. Donc, c'est éminemment politique, les réseaux sociaux. Donc, la première chose que j'ai faite effectivement en arrivant chez Orange, c'est de dire, lorsque vous allez vous exprimer sur les réseaux sociaux, c'est vous, c'est votre personne, vous n'êtes pas forcément anonyme, et donc ça vous engage. Et la capture d'écran, elle est très rapide. Même quand on supprime très vite son tweet, une capture d'écran, c'est vite arrivé. Et parfois, c'est pas très loin. C'est un collègue qui s'amuse à faire des captures d'écran et qui se dit, bah tiens, ton tweet, il était bien senti, mais il va pas plaire à tout le monde. Et le coup de fil arrive et on se dit, mais tout ça pour un tweet, c'est pas possible. Donc, méfiance, réflexion, pas de spontanéité sur les réseaux sociaux. Jamais. On réfléchit, on se relit, peut-être 3 fois, parce qu'on est communicant, on est professionnel, on ne voudrait pas faire de fautes. Parce qu'un message plein de fautes n'a plus de portée, n'a plus de crédibilité. Tout ça pour moi, pour vous dire qu'en fait, pour moi, c'est d'abord l'écrit qui m'a passionnée dans les réseaux sociaux. Ensuite, il y a eu le développement de l'image. Instagram, souvenez-vous, il y a quelques années, Instagram, c'était pour ceux qui étaient fans de selfies, mais aussi de paysages. Mais finalement, je vais poser la question, qui est inscrit sur Instagram ? Je pense que vous êtes quand même assez nombreux. Et c'est lié à Facebook. Facebook a racheté Instagram il y a quelques années et tout le monde a redécouvert cet outil merveilleux, quand même très sympa. Il n'y a pas besoin d'écrire particulièrement, il y a juste besoin de faire une photo. Une photo de quoi? Et là, on arrive à un autre problème, une photo de ce qu'on mange. Et là, on se dit, on peut commencer à manger. Non, non, j'ai pas fini ma photo, je fais ma mise en scène. Et ça, c'est vrai que dans les restaurants, j'ai vu des restaurants, c'est très drôle, préciser, pas de photo des plats, mangez d'abord, profitez et faites une photo, par exemple, de l'assiette une fois terminée. Donc ça peut être des jeux comme ça. Il y a aussi d'autres restaurateurs qui sont très drôles, qui annoncent déjà la présence d'enfants dans le restaurant en disant 5 enfants, mais 40 en ressenti. Donc là, on se dit, mais on peut jouer. On peut jouer, on peut être drôle, on peut se parler. Et les réseaux sociaux, pour moi, c'est effectivement tout ça. C'est d'abord de l'émotion, c'est d'abord aussi de la réflexion et de l'emploi. Je suis désolée, mais en France, en particulier, on en a besoin. Il faut qu'on continue les réseaux sociaux parce que c'est un levier d'emploi extraordinaire. J'ai été assez courte et je vous laisse la place pour les questions. Mais bien sûr. Monsieur le procureur, toujours pas. Vous êtes payé quand même à la fin du mois. Hein. Monsieur le juge.
Oui, vous dites effectivement tout ce qu'il y a de positif, en quelque sorte, dans le développement de ces réseaux. Mais on voit bien aujourd'hui que cette évolution devient assez perverse, parce que c'est plutôt le socle des émotions que des faits, ça vous l'avez dit. Et puis, c'est la croyance, en fait. On se moque de la réalité des choses. Hein. Très vite, il y a des infos qui circulent, vraies ou fausses, et elles sont reçues pour un grand nombre comme étant un fait accompli. Et immédiatement partagées, et c'est la boule de neige, sur des choses qui sont fausses. Donc, je veux dire qu'il y a un danger considérable, en fait, par ce développement non maîtrisé. Et donc, qu'en pensez-vous ? Alors, je pense qu'il y a plusieurs points dans ce sujet. Les fake news, c'est un vrai problème dans de nombreux pays. On a vu qu'il y a certaines réglementations qui arrivent, une législation qui se met en place. La première chose que je recommande à chaque fois, c'est lisez, réfléchissez. Est-ce que ça vous paraît cohérent ? Est-ce que ça va vous apporter quelque chose de partager ça ? Ou est-ce que finalement, comme le disait tout à l'heure mon confrère, vous n'avez même pas lu finalement ce que vous partagez ? Donc ce que vous partagez, vous l'assumez. Partager, c'est valider un propos. Donc on fait attention. Et il y a une proposition, je ne sais plus de quel député, qui était assez intéressante, et plusieurs personnalités publiques ont soutenu. Et si on arrêtait l'anonymat sur les réseaux sociaux ? Est-ce que finalement, ça ne changerait pas la donne ? Parce qu'à partir du moment où on assume, avec son prénom et son nom, pourquoi pas sa fonction, un propos, là, ça nous engage encore plus. Et peut-être qu'on aurait beaucoup moins de trolls, beaucoup moins de cyberharceleurs, parce qu'ils seraient tout de suite identifiés. Alors ça, c'est une proposition qui est faite. Il va falloir convaincre Facebook et tous les GAFA de s'y mettre. Ça va être compliqué, mais c'est une belle idée. Pourquoi pas la creuser ? Maître, vous avez une question ? Oui, j'ai une question. Oui, j'ai une question. Comme pour tous les outils de communication que nous avons eus depuis ces dernières années, est-ce que vous observez au fil du temps que la maturité des usagers progresse ? Autrement dit, qu'il y ait des défauts dans tous les outils de communication, on va réinventer le monde, l'homme est l'homme depuis la nuit des temps. Néanmoins, est-ce que vous avez observé une progression, une maturité plus grande dans les usages au fil du temps ? Oui, donc ça c'est peut-être une note d'espoir. Moi je pratique les réseaux sociaux à titre personnel depuis 2008 et je suis payée pour le faire depuis 2011. Et j'ai remarqué une plus grande prudence de toutes les générations. Et la génération la plus prudente, et ça m'a vraiment étonnée, c'est la génération qui arrive. Donc tous ceux qui sont nés dans les années 2000, qui sont pour moi des extraterrestres, eh bien eux arrivent en me disant « je ne suis même pas sûre d'ouvrir un profil LinkedIn ». Parce qu'ils se disent « je ne veux pas que mon image et mon nom soient associés, je ne veux pas qu'on puisse me surveiller ». Ils sont extrêmement méfiants et je trouve que la méfiance, la prudence, c'est un premier pas vers la maturité. Voilà. Merci beaucoup, Madame Amara. Merci.